Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fondamental du Six Sigma, l'analyse du système de mesure, ou MSA. Dans la phase mesure du Six Sigma, une étape clé est de vérifier la fiabilité de notre système de mesure. Pourquoi? Parce qu'un mauvais système de mesure entraîne des décisions erronées, même si le processus est stable. Vous pourriez rejeter des pièces bonnes ou, pire, valider des pièces non conformes. Imaginez les conséquences. Pour éviter ça, on utilise une méthode robuste, l'analyse de systèmes de mesure pour données variables, aussi appelée étude gage-RNR. On va voir ensemble les 5 étapes pour la réussir. C'est parti. La première étape, et sans doute la plus cruciale, c'est la planification. La réussite d'une MSA dépend avant tout d'une bonne préparation. On commence par se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on cherche à savoir exactement? Est-ce que notre système de mesure nous permet de trier correctement les pièces? Est-ce qu'il est assez sensible pour détecter une dérive du processus? On doit aussi savoir si on travaille avec des données variables, comme une longueur ou un poids, ou des données attributives, comme bon ou pas bon. Ensuite, on s'assure qu'on a une instruction de travail standardisée, une Standard Work Instruction ou SWI. Elle doit être claire, connue et appliquée par tout le monde. Attention, c'est un point non négociable. Sans instruction standard validée, impossible de valider le système de mesure. C'est logique. Si chacun mesure à sa façon, comment savoir si les différences viennent des pièces ou des méthodes? Puis, on définit l'échantillonnage. Les pièces doivent être choisies au hasard et être représentatives de la variation réelle de votre production. Il ne faut pas prendre que des pièces parfaites ou que des pièces très mauvaises. Il faut aussi s'assurer que les conditions de mesure sont toujours les mêmes. Même lumière, même endroit, même environnement. Et bien sûr, les opérateurs qui participent à l'étude doivent être formés et qualifiés sur le poste. En pratique, la configuration la plus courante est d'utiliser 3 opérateurs qui mesurent 10 pièces, et chacun répète la mesure 3 fois. Ça nous fait un total de 90 mesures. Si ce n'est pas possible, on peut adapter le plan, mais il y a une règle minimale à respecter. Le nombre de pièces multiplié par le nombre d'opérateurs doit être supérieur ou égal à 14. Gardez ça en tête. Une fois que notre plan est prêt, on passe à l'étape 2. La conduite de l'étude. C'est le moment de passer à l'action. Il faut bien organiser la disponibilité des opérateurs pour ne pas perturber la production. Le point le plus important ici est de donner les pièces aux opérateurs de façon aléatoire et, si possible, à l'aveugle. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas savoir quelle pièce ils mesurent, ni quel était le résultat de leur mesure précédente sur cette même pièce. Cela évite les biais psychologiques où l'on a tendance à vouloir retrouver le même résultat. Les mesures doivent être faites dans les conditions réelles de production. Si vous mesurez habituellement en ligne, ne faites pas l'étude dans un laboratoire climatisé. Utilisez le même éclairage, les mêmes outils et la même méthode pour enregistrer les données. La personne qui supervise l'étude, l'observateur, a un rôle crucial. Il doit être vigilant, noter toutes les anomalies, surveiller les écarts entre les opérateurs et vérifier qu'ils utilisent bien l'instrument et saisissent correctement les données. Un petit conseil pratique que j'ai souvent utilisé. Filmez discrètement la séquence. Ça permet d'analyser plus tard les gestes et d'identifier des micro-écarts par rapport au standard sans mettre la pression sur l'opérateur pendant la mesure. Après la collecte, on arrive à l'étape 3. Analyser et interpréter les résultats. C'est là que les statistiques entrent en jeu. On utilise généralement un logiciel comme Minitab pour faire les calculs. L'objectif est de décomposer la variation totale que l'on a observée et de quantifier 3 sources principales. Premièrement, la variation pièce à pièce. C'est la variation naturelle qui existe entre les différentes pièces de notre échantillon. C'est normal et attendu. Deuxièmement, la variation due au système de mesure. C'est celle-là qui nous intéresse. On veut qu'elle soit la plus petite possible. Cette variation se divise elle-même en 2 composantes, la répétabilité et la reproductibilité.
La répétabilité, c'est la variation que l'on obtient quand un même opérateur mesure plusieurs fois la même pièce avec le même instrument. On l'appelle aussi variation de l'équipement. Est-ce que l'instrument donne des résultats constants? La reproductibilité, c'est la variation que l'on obtient quand différents opérateurs mesurent la même pièce. On l'appelle aussi variation de l'opérateur. Est-ce que tous les opérateurs obtiennent le même résultat? Les logiciels statistiques nous donnent les résultats en pourcentage de la variabilité totale. Il y a une règle générale assez simple pour interpréter ces résultats. Si la variation due au système de mesure est inférieure à 10%, c'est super. Votre système est considéré comme acceptable. Si elle est entre 10 et 30%, c'est une zone grise. Le système peut être acceptable, mais ça dépend vraiment du contexte et de la criticité de la mesure. Et si la variation est supérieure à 30%, alors là, il y a un problème. Votre système de mesure n'est pas fiable et il faut absolument le corriger avant de prendre des décisions basées sur ces données. Si les résultats montrent que le système n'est pas bon, on passe à l'étape 4, l'amélioration. On ne fait pas une MSA juste pour le plaisir de faire des stats. L'objectif, c'est d'agir. Il faut identifier la source du problème. Est-ce la répétabilité ou la reproductibilité qui est mauvaise? Si c'est un problème de répétabilité, il faut regarder du côté de l'instrument ou de la méthode. Est-ce que le calibrage est bon? Est-ce que l'instrument est usé ou endommagé? La méthode de mesure est-elle claire? Par exemple, l'orientation de la pièce ou la force de serrage peuvent jouer un rôle. Si c'est un problème de reproductibilité, il faut regarder du côté des opérateurs. Est-ce qu'ils ont tous été formés de la même manière? Est-ce qu'ils interprètent l'instruction de travail différemment? Une session de formation ou de requalification est souvent nécessaire. Il faut aussi penser à l'environnement. L'éclairage, les vibrations, la température peuvent influencer les mesures et créer des écarts. L'objectif est de réduire cette part de variation due à la mesure pour qu'elle devienne négligeable par rapport à la variation normale des pièces. Enfin, cinquième et dernière étape, l'évaluation continue. Une MSA n'est pas un exercice que l'on fait une seule fois et qu'on oublie. Un système de mesure, ça vit. Il faut donc le suivre régulièrement. Cela veut dire refaire des études gage RNR périodiquement, par exemple une fois par an. Il faut aussi systématiquement vérifier la cohérence du système après chaque changement. Un nouvel opérateur, un nouvel instrument, une modification de la méthode, tout changement peut impacter la fiabilité de vos mesures. Le mieux est d'intégrer la validation du système de mesure dans le processus qualité globale de l'usine. C'est cette discipline qui garantit que vos données sont toujours fiables et qu'elles représentent bien la réalité de votre production. Pour conclure, un MSA efficace repose sur ces 5 étapes. Bien planifié, exécuté avec rigueur, analyser objectivement, améliorer si nécessaire et surveiller en continu. C'est un pilier du Six Sigma, car n'oubliez jamais, la qualité de vos décisions dépend directement de la qualité de vos mesures. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les bases du MSA, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Et surtout, restez connectés. Dans la prochaine vidéo, nous irons beaucoup plus loin dans la pratique en détaillant l'étape 3, analyser et interpréter les résultats à l'aide de Minitab. Vous découvrirez comment transformer vos données brutes en informations fiables pour piloter vos processus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Indus Gear Up.